Attendez, ça, on appelle ça une obstruction, une occultation d'informations. C'est grave. Ça peut aller très loin. Qui va le dire? Et demander des comptes. Article 15 des droits de l'homme, tout citoyen a le droit de demander des comptes aux membres de son administration. Article 16, une société dans laquelle les pouvoirs ne sont pas séparés n'a point de constitution. Est-ce que les pouvoirs étaient séparés dans le PFSF? Est-ce que les pouvoirs étaient séparés dans le G30? Ou pouvoir firme financière, hommes politiques, privés, etc. Ça, c'est des questions, à mon sens, que l'on doit poser. Par contre, j'ai fait une erreur sur mon site, il va falloir que je la revoie. Je croyais qu'ils avaient oublié qu'il était président du Financial Stability Board. Or, comme c'est chronologique, je suis allé chercher à la date où il a été commencé à être président de ce truc-là, et ils l'ont mis au début. Je crois que c'est par là, enfin je l'ai vu. Donc là, par contre, il y a une erreur. Bon, je vais un petit peu clore là-dessus, mais attendez. Non, c'est pas ça, on ferme. Alors, là-dessus, qu'est-ce que j'avais? Oui, alors, Sylvie Goulard, qui, vous l'avez noté, est membre de l'EPFSF et rapportrice. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans cet article, d'ailleurs, du Monde? L'Europe doit réguler la finance. Alors d'ailleurs, si elle a égratigné les trois institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est bien connu. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. C'est-à-dire que le FSB, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas transparent, mais nous, ce qu'on met en place, c'est transparent et ça n'est pas opaque, etc. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit? Ce travail d'équipe, c'est vrai que c'est un travail d'équipe, peut surprendre un observateur non averti. Mais au Parlement européen, les majorités se construisent à la force du poignet. Sur l'essentiel, les rapporteurs sont d'accord, créer une supervision efficace européenne. À l'heure où le traité de Lisbonne a renforcé ses prérogatives, sans prétendre détenir la solution, les députés prennent leurs responsabilités en ouvrant un débat que gouvernement et lobby entendent refermer, alors qu'elle fait partie, elle est membre d'un lobby, simplement d'un genre nouveau, c'est ce que j'appelle les réseaux collusifs. Et les lobbies collusifs, c'est-à-dire où on va trouver des représentants politiques et des représentants d'organisations privées, alors que la vision classique du lobby, c'est, comme du temps des Grecs, une organisation qui veut investir, une organisation privée, pouvoir privé, qui veut investir un pouvoir public. Mais les types, depuis longtemps, ils se sont dit, mais attendez, si on peut avoir des gens dedans qui nous ouvrent les portes, c'est mieux. Bon, c'est logique aussi, quelque part. Bon. Et non, on se base là-dessus. Et en plus, Sylvie Goulard a des projets, nos enfants méritent mieux. Nous devrions nous atteler à bâtir une organisation mondiale de la finance ainsi qu'un gouvernement planétaire des questions climatiques, bref, repenser l'ordre du monde au lieu de rester prisonniers de nos schémas. Et reconnu, faut évoluer, faut se tourner vers la modernité. Si la modernité c'est ça, c'est le retour à des période assez sombre où tous les pouvoirs sont confondus et où la démocratie n'est plus que de façade. Alors, je vous disais qu'elle est également membre, Sylvie Goulard, alors vice-présidente du Mouvement européen France, puissant réseau d'influence, branche du Mouvement européen international, et membre du conseil d'administration de l'European Policy Centre, EPC. Allez sur leur site, j'écoute, Jacques. Allez sur leur site, vous verrez, vous faites membre privé, vous avez les plus grandes firmes mondiales qui sont divisées en 4 catégories, c'est unique, les membres de platine,
les membres d'or, les membres d'argent et les membres de bronze. Voilà. Ils ne descendent pas jusqu'au cuivre, au bois, etc. Seule la couche supérieure les intéresse. Bon. Ce Peter Sutherland, et là je vais illustrer ce que je disais tout à l'heure en matière de géopolitique furtive et de stratégie en réseau, ce que j'appelle la géopolitique asymétrique. Là aussi, c'est dérivé de la géostratégie. En géostratégie, on appelle un conflit dissymétrique quand vous avez d'un côté une armée et de l'autre une armée. Ou alors une coalition d'armées contre une armée, par exemple les guerres d'Irak. Chaque fois, vous aviez Saddam Hussein et ses troupes, et de l'autre, une coalition. Ça, c'est un conflit dissymétrique. Un conflit asymétrique, c'est quand la différence, elle est qualitative, de nature. C'est-à-dire, vous avez une armée d'un côté et des réseaux de guerriers rosses, etc. de l'autre. Alors là, de suite, c'est d'autres stratégies, du harcèlement, etc. Par exemple, les attentats du 11 septembre, c'est une attaque asymétrique. C'est-à-dire un réseau qui attaque un pays. Et là, évidemment, c'est totalement différent. Alors, j'ai transposé ça dans la géopolitique pour dire, voilà, d'un côté, on a ces sommets là dont on nous baratine, les G20, etc. C'est, si vous voulez, la pointe apparente de l'iceberg. C'est de travailler sur la partie structurante aussi, hein, parce que sans ce qu'il y a en dessous, la partie apparente, elle se casse la gueule. Et donc, pour dire, voilà, on est dans une géopolitique dissymétrique quand on a des rapports de puissance entre des pays, des États-nations, et on a une géopolitique asymétrique quand on a les réseaux, et des réseaux structurés, comme on l'a vu, qui rentrent dans la danse, et qui organisent aussi la géopolitique, comme on l'a vu. La nomination de Mario Draghi, c'est pas une petite décision. C'est lourd de conséquences. La gestion, la régulation des finances mondiales aussi. Alors, qui peut illustrer ça mieux pour cette géopolitique asymétrique que Peter Sutherland, chairman de Goldman Sachs et de British Petroleum? C'est quelqu'un qui est administrateur dans toutes ces sociétés. Asia Heard, en sus de ses présidences de Goldman Sachs et British Petroleum. Il est administrateur d'Asia Heard, Berlis LLP, Eli Lilly, Kos Holding, turc. D'ailleurs, Kos, il fait partie du comité de directeur du groupe de Bilderberg maintenant. Allianz, BWI Limited, il a été président d'Investor AB et de la Royal Bank of Scotland. Et il est administrateur de l'Administration of the Patrimony, si ça m'a bouffé le reste, au Vatican. C'est-à-dire de l'organisation, vous pouvez aller sur leur site, qui gère non seulement les biens du Vatican, mais de tout ce qui dépend du Vatican à l'extérieur du Vatican. On est là dans les gencives du système, et même les canines, des fois qui expliquent qu'un pape ne dure qu'une semaine, sans rentrer dans les détails. Parler de Jean-Paul Ier. Il a été vice-président de la Commission européenne à l'industrie, puis dernier directeur général du GATT et premier directeur général de l'OMC. Autrement dit, c'est l'homme de cette transition des accords de Marrakech, de l'Uruguay Round et de tout ce qui a fait qu'on est passé du GATT à l'OMC avec mise en œuvre de la GCS, la TPIC, tous ces accords extraordinairement nocifs qui sont des usines à détruire les services publics. C'est pas tout. Il est président de la London School of Economics. Vous avez deux universités les plus prestigieuses au plan mondial, c'est l'université de Chicago, d'où est sorti évidemment, enfin, c'est un des pôles d'élaboration de l'ultralibéralisme et du néolibéralisme, mais
La London School Economics a joué un rôle important parce qu'elle est sur l'autre versant, le côté un petit peu de gauche de l'économie. Mais vous relisez les mémoires de Rockefeller, il dit voilà mes études, j'ai fait économie à l'université de Chicago et ensuite à la London School of Economics. Comme ça, on connaît les deux côtés de la pensée politique. La London School Economics est pour beaucoup dans l'avènement du New Labour, qui est donc ce qu'on peut appeler le parti de Tony Blair, hein, le blairisme, autrement dit, qui a mis en synchronisme le socialisme, travaillisme, avec le néolibéralisme. Il y a un autre think tank très réputé qui est Policy Network, dont le président était Peter Mandelstam. Je vais finir sur Peter Pampan Sutherland. Il est également professeur honoris causa de toutes ces universités et il est surtout membre président du Transatlantic Policy Network, réseau de politique transatlantique qui compte beaucoup de membres en commun avec le PFSF, 75 députés européens, 40 firmes européennes et des États-Unis. Réseau collusif, leur objectif c'est mettre en place, et ils sont avancés. D'ailleurs, la fusion entre les bourses américaine et européenne dont je vous parlais tout à l'heure est un de ces moments de construction d'un marché unique, c'est leur projet, Union européenne, un marché unique, Union européenne, États-Unis. Ensuite, il est président de l'European Policy Centre. Vous savez, les membres de platine, dorés, cuivrés et argentés. Il est également membre du comité de pilotage du groupe de Bilderberg. Il est également donc administrateur, fait partie du conseil d'administration du CER, Centre for European Reform. Alors là aussi, vous allez sur leur site, vous allez voir, c'est goûteux. Hein. Ensuite, de l'Institut des affaires européennes internationales, de l'European Institute, membre du conseil d'administration du Davos Economic Forum. Il était le président jusqu'en novembre du Europe de la Trilateral Commission. C'est pas rien. Le nouveau président, vous savez qui c'est, peut-être, c'est Mario Monti, qui fait partie aussi du comité de pilotage du groupe de Bilderberg. Vous avez sur mon site des liens directs avec, grâce aux camarades Vitamine Jess, des liens directs avec leur site et les listes de leurs membres. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de grimace, comme on dit à Toulouse. Alors, ensuite, il a été membre du Council on Foreign Relations, de l'European Roundtable, il a été vice-président pendant longtemps de l'ERT, très gros lobby industriel au niveau européen. Et alors, il réussit cet exploit à avoir deux distinctions savoureuses et qui montrent bien le poids des conflits d'intérêts là-dedans. Il a eu la David Rockefeller Award of Trilateral Commissions et il a eu la médaille Robert Schuman pour sa contribution à l'intégration européenne délivrée par la Commission européenne. Petit détail, quand intégration européenne, ça veut pas dire, moi je croyais ça au début, parce que si vous voulez, ils ont un problème, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à eux. Le fait vous savez, cette politique qui est née dans les années 70 avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui consistait à dire aux États, vous êtes endettés, ça commençait par l'Afrique d'ailleurs, et les pays sous-développés. Vous avez des dettes. Donc, ce que vous allez faire, dépend de vos services publics, vous allez les privatiser. Ça va vous faire rentrer d'argent, moins de frais, etc., etc. On appelait ça les politiques d'ajustement structurel, non artistique. Bon, ils se sont aperçus que les gens, ils avaient compris. Donc maintenant, ils tapaient politique d'ajustement structurel, etc. C'est pas bon. Ils ont changé le terme. Au niveau de l'Union européenne, intégration européenne, ça veut dire intégrer des pans des secteurs publics au secteur privé. C'est ça que ça veut dire. Bien. Et donc, voilà
ce que Peter Sutherland, eh bien, est. Alors, parce que, attendez, juste un mot sur Mario Monti. Berlusconi, on peut lui reprocher ce qu'on veut, et il y a des camions à lui reprocher, mais au moins, il est là parce que les gens ont voté pour lui. Mario Monti, niente. Lui, il est arrivé par la sainte volonté, pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'une autre trilatérale, qui est celle de la commission trilatérale. Il en est le nouveau président. Il est fait partie du comité de pilotage du groupe de Bilderberg, etc., etc. La géopolitique s'organise également comme ça. Alors ça, on en parlera pour le débat. Et voilà, pour ouvrir le débat, 2 citations. Proverbe zen du moine Dogen. À gratter toute sa vie une partie de l'éléphant, on se fait surprendre par un dragon réel. Et oui, on croit qu'on est dans des rapports de force, de partis, syndicats, etc. Mais ces types-là, où vous allez les faire, les manifs? Peter Sutherland, c'est là où ils sont fins. Ils se sont aperçus qu'en démocratie, vous pouvez perdre le pouvoir. Il suffit que les gens, ils votent pour celui du camp d'en face. Dans un régime totalitaire, parfois, ça marche pendant un moment, mais à la fin, vous pouvez le perdre violemment, le pouvoir. Regardez Kadhafi, par exemple. Bon, pas le seul. Dans les pays, en ce moment, du Maghreb et arabes, en ce moment, il y a des transitions et qui se font douloureuses pour ceux qui ont son pouvoir. Mais quelqu'un qui a un pouvoir furtif, c'est-à-dire dont personne ne sait qu'il a le pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez faire contre? Et par contre, moi, je pense qu'il y a des solutions. Donc, voilà, on est face à une autre réalité, un changement qualitatif, un changement de paradigme, dit-on en philosophie. Et puis, évidemment, un conseil pour nous tous, du camarade Vitamine. Je ne suis pas marxiste, mais je suis profondément marxien, parce que je pense que c'est un immense philosophe. Les idées ne poussent pas comme les champignons après la pluie. Donc je nous souhaite à tous bonne réflexion, parce que Dracula a plus soif que jamais. Donc ouvrons grandes les fenêtres de la réflexion politique et soyons solaires. Je vous remercie. Bien, merci Patrick. Tu peux rallumer là-haut, je te prie. Première question, je sais bien que c'est la plus dure, mais... Ah, là-bas. Question où? Bonjour. Dans cet aéropage, est-ce qu'il y a également des personnages en collusion avec la presse? Puisque je suppose, bien évidemment... Oui, évidemment. Vous allez sur le site là du groupe de Bilderberg, puisque maintenant ils ont un site officiel, puisqu'ils ont été critiqués parce qu'ils étaient particulièrement opaques, et également par des députés européens. Parce qu'attendez, là aussi il y a des choses à faire. Tous les ans, il y a des députés européens. Au départ, c'était des Verts, Patricia McKenna, par exemple. Monsieur le commissaire, à l'époque, c'était Santer. Peut-il expliquer pourquoi des députés européens se rendent à des réunions secrètes telles que celles du groupe de Bilderberg ou de la commission trilatérale, dont les participants ne doivent pas transmettre vers l'extérieur ce qu'ils disent ou ce qu'ils entendent lors de ces réunions? Ça pose un problème quand même. Bien. Et en plus, les questions qui tuent, à la Ness. Monsieur le commissaire, peut-il dire, monsieur le président de la commission, peut-il dire avec quel mandat ils y vont? S'ils sont défrayés, selon quelle modalité, etc. Tous les ans, ça fait 10 ans que ça dure. Et il n'y a jamais, il y a toujours des réponses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune pression extérieure là-dessus. Et donc, il n'y a pas de mouvement social qui se mobilise contre ça. Parce que
Et moi, je comprends, Attaque, j'en fais partie, on est soucieux, avec le conseil scientifique, de donner des trucs fiables. Alors, ils n'ont pas envie d'entendre, vous donnez dans la théorie du complot. Mais attendez, faut affronter ça. Je disais tout à l'heure, Galilée, Kepler, Copernic, ils parlaient des planètes et des étoiles, mais pas comme les astrologues. Les députés européens s'en préoccupent, et nous, il faudrait pas qu'on s'en préoccupe, je voudrais qu'on m'explique. Alors effectivement, là-dedans, le groupe de Bilderberg, vous trouvez Nicolas Baverez, du Figaro. Il vient d'en sortir, celui d'ailleurs qui était rédac-chef là du Figaro et des Échos, comment il s'appelle, pas le Boucher, non comme ça, là, je me rappelle plus. Bon, bref. Le Centre for European Reform, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Christine O'Krent en fait partie, etc. On va avoir des personnalités, trouver des personnalités des médias. Ceci étant, ils se croisent davantage dans les clubs d'élite. Le Siècle, le Jockey Club, etc. Des fois, les Rotary Club, Lions Club, etc. Donc c'est toute une sociabilité, quoi. Un mix qui se fait, les vernissages. Regardez, là aussi, ils sont forts, cette classe sociale des power elite. Vous allez chez le toubib, le dentiste, vous allez à l'hosto, bon, vous êtes en salle d'attente, vous avez des revues. Et pile, vous tombez sur Paris Match, les pages People, donc toutes ces vernissages, ces soirées philanthropiques, comment tout ce beau monde se croise. Voici, voilà, voilou, etc. Bon. Les closers pour les plus jeunes, parce que là aussi on est dans la transmission de cette culture de la richesse. Et alors, ce qui montre aussi que le néolibéralisme, ça n'est pas uniquement une pensée économique, c'est également, comme je l'ai montré, une structure politique, mais c'est également une anthropologie. C'est-à-dire qu'il a réussi à modifier les relations entre les gens. Et ça, c'est important. Les valeurs de l'entreprise sont devenues des valeurs partagées. Alors, pas par tous, je suppose qu'ici, j'espère, il y a exception. Mais que disait Francis Ewald? Alors ça, c'est intéressant. C'est un ancien élève brillant de Michel Foucault. Il est devenu la plume de Denis Kessler, numéro 2 du MEDEF. Et il disait en 2000, il n'y a pas à toiser le capitalisme au nom de la morale. Car le capitalisme est lui-même une morale. Faut le dire. Un système de valeurs à la fois individuelles et collectives, celui précisément de l'entreprise, avec les idées de risque, de liberté, de responsabilité qui la caractérisent. Entre les entrepreneurs et ceux qui les contestent s'affrontent des types d'humanité. C'est vrai. Des modes d'existence, des projets de vie. Les entrepreneurs ne gagneront la bataille morale. On est encore dans cette sémantique de la guerre. Qui travaille la société que s'ils parviennent sans mauvaise conscience à faire des valeurs de l'entreprise des valeurs partagées. Voilà. On était en 2000 et on peut s'apercevoir qu'un peu plus de 10 ans après, on est aujourd'hui là-dedans. Tout le monde est sommé d'être performant, réactif, moderne, etc. On est dans ce que j'appelle la culture captive. C'est-à-dire qu'on définit un périmètre de tout ce qui est acceptable, dans lequel on va organiser des polémiques, et dès que vous êtes à l'extérieur, vous êtes soit ringard, protectionniste, gauchiste, utopiste, etc., quoi. Voilà. Et ça, il faut le faire voler en éclats, quoi. Donc, pour la question des médias, effectivement, qu'il y a des croisements. Mais fort heureusement, il y a des médias qui résistent. Moi, j'ai remarqué, quand vous avez présenté les gens qui participent, qui constituent le groupe des 30, oui. qu'il n'y avait pas une seule femme. Ah oui, il n'y a que des hommes.
Bon, je sais bien que c'est Christine Lagarde qui est la présidente du FMI, donc il y a quand même quelques Oui, il y a eu femmes Margaret qui apparaissent Thatcher par-ci, aussi. par-là. Mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus rares. Et est-ce que vous pensez que c'est le système qui maintient le système ultralibéral qui maintient les places traditionnelles de pouvoir des hommes et des femmes, ou voilà, enfin, est-ce qu'il y aurait une question à se poser par rapport à ça? Moi, je crois que c'est une question de culture du point de vue des élites traditionnelles, si vous voulez. On voit que des gens comme Rockefeller, etc., qui sont plus tout jeunes, sont à la base de ces groupes-là, Bilderberg, Commission trilatérale, etc. Et là, on est dans des philosophies, vous savez, la France classique, écoutez Balladur, une fois, avec sa femme, il se vouvoyait, etc. Il expliquait que la femme, c'était pour être à la maison, s'occuper des réceptions, des gamins, etc. Et on est quand même beaucoup dans cette philosophie-là. Alors, ceci étant, au niveau des élites stratégiques, par exemple, Sylvie Goulard, qui est quelqu'un extraordinairement intelligent. Moi, j'ai entendu à la radio face à Mélenchon, il a eu du mal. Elle est arrivée, bille en tête, elle a dit, bon, monsieur Mélenchon, vous êtes député européen, il y a un problème, j'invite tout le monde à le faire. On tape Jean-Luc Mélenchon sur le moteur de recherche du Parlement européen pour voir ce que vous faites, et vous avez posé 3 questions depuis que vous y êtes. D'entrée. Alors, évidemment, comme elle a compris qu'il partait vite au quart de tour, il est sorti de ses gonds, et ça a été très dur. Donc, vous voyez, par exemple, là, une femme elle n'a pas un QI de boîte à lettres, quoi, Sylvie Goulard. Donc, c'est quelqu'un de... Oui, non, mais... la commission trilatérale. Alors, ça aussi, vous voyez, faut être précis par rapport à ça. Mélenchon, bon, moi, je suis plutôt de ce côté-là, je dois le dire, du point de vue politique. Mais là encore, alors là, ça c'est important. Trop souvent, on a fait des analyses, je dirais, dogmatiques, partisanes. C'est-à-dire qu'on analysait l'organisation politique du monde en fonction de ses idées. Résultat, on a une analyse de l'adversaire qui est partisane et qui ne correspond pas à sa réalité. Résultat, quand vous rentrez en action, vous frappez à côté. Alors, par exemple, tenez, sur Mélenchon, que j'aime bien d'ailleurs, surtout Jacques Généreux, l'économiste, là, qui est aussi au parti de gauche, il y a ce petit livre-là qui est paru, je vous le conseille d'ailleurs, Le Grand Marché Transatlantique, préfacé par Jean-Luc Mélenchon. Bon. Et il dit ceci. Partisan de la fin de l'alignement de l'Europe et de la France par rapport aux États-Unis, je milite publiquement contre le grand marché transatlantique depuis 3 ans. Avec mes camarades, nous avons alerté le Parti socialiste français lors de son dernier congrès, en interpellant notamment les eurodéputés PS qui avaient voté pour un tel projet. Bon, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. J'ai la liste, d'ailleurs, je peux vous la passer. De ceux qui ont voté pour et contre le grand marché transatlantique, et bien justement, les socialistes français, ça a été le seul groupe socialiste au Parlement européen, ont voté contre. À part Pierre Moscovici qui a voté pour, et Catherine Guiquin qui s'est abstenue. Alors là, c'est pareil. Faut pas, à force de vouloir, et je crois qu'il faut critiquer les socialistes, parce que de toute façon, la critique, c'est comme ça qu'on avance aussi. Mais enfin, à vouloir casser systématiquement du socialiste, vous pouvez vous mettre en difficulté. Parce que s'il est en face, par exemple, d'Elisabeth Guigou, qui est membre de la commission trilatérale, alors qu'il pourrait la mettre en difficulté. Madame, par exemple, vous appartenez, si vous êtes sur leur liste, à la commission trilatérale, est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que députée française, par qui est financée la commission trilatérale? Personne ne sait par qui ils sont financés. Bon, par contre, elle qui a voté contre le marché transatlantique, s'il est en face et qui lui dit « vous avez voté contre », etc., là aussi, elle n'a pas un QI de boîte à lettres, et elle va l'aligner complet, en lui disant « mais écoutez, non, on a voté, renseignez-vous, et on a voté contre ». Donc là aussi, je crois qu'il faut maintenant aller dans les détails.
voyez, le diable est dans les détails et leur caractère diabolique, c'est en étant précis, comme je le dis souvent, la caractéristique de base du bon chercheur et du bon spécialiste d'explosifs, c'est qu'il faut être précis, patient, hein, et s'intéresser aux détails, quoi. Sinon, on se fait péter la figure, quoi. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne. Pourquoi on n'a pas créé une plateforme intersyndicale, par exemple, de observatoire là-dessus? Vous voyez? Parce que ces directives-là, faut les lire, hein. Le rapport Monti, là, je vous en ai pas parlé, mais il a rendu en 2010. Là aussi, Monti, il n'est pas arrivé comme ça, hein. Il s'appelle une nouvelle stratégie pour le marché unique. Et partant de crise. Eh bien, c'est énorme. Ça montre bien la différence entre l'ultralibéralisme et le néolibéralisme. Il a qu'attaque bille en tête, il dit voilà. Par rapport au marché unique, il y a 3 catégories de population à convaincre. Les opposants radicaux, ils sont contre le marché unique, etc. Après, les plus nombreux, c'est-à-dire, il serait bien pour le marché unique, mais il trouve qu'il n'est pas assez social et pas assez écologique. Et après, ceux qui sont totalement pour le marché unique. Alors cela, faut s'en méfier. Pourquoi? C'est là où on voit que c'est des gens très intelligents. Il dit oui parce que, avec leurs arguments, qui sont tellement dogmatiques, ils braquent les opposants radicaux, qui se mobilisent et qui font émerger des choses qui, après, ceux qui pourraient être séduits, eh bien, ça va les faire réfléchir. Vous voyez? Donc, méfions-nous des ultralibéraux, soyons néolibéraux. Et moi, la différence que je fais, c'est que le néolibéralisme, et ça, c'est dans l'histoire du néolibéralisme, tel qu'il a été inventé et qu'il s'est formé, c'est de l'ultralibéralisme, mais avec ce qu'on appellerait aujourd'hui du greenwashing, et ce que j'appelle moi aussi du social washing. C'est-à-dire des miettes, là, qu'on avance, et, comme le bon fromage, dans les pièges à souris. Oui. Oui, alors je dirais ce qui fait la force de ces gens-là, c'est effectivement une stratégie qui a été mise en place, je pense, il y a très longtemps. Et ils ont vraiment une solidarité entre eux. Donc nous, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai l'impression que l'union fait quand même la force. Voilà. Vous avez dit que vous avez des idées, donc que faire par rapport à le nouvel ordre mondial? Parce qu'au fait, il est déjà mis en place quelque part. Là, voilà. Il faut... Excusez-moi. Voilà, que faire? Oui, oui, tout à fait. Voilà, écoutez, on peut parler de théorie. J'y avais pensé, parce que je me suis dit, attends, mets-toi à leur place. Voilà. Bon, je veux dire, ce que je vais leur dire, je ne peux pas les laisser repartir sciés comme ça. Alors, on repart d'ici. Tous ces gens font partie soit de l'EPFSF, hein, et puis ceux qui avaient 2 étoiles, là, du Transatlantic Policy Network. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est des réseaux qui travaillent ensemble. Hein. Sur mon site, vous verrez, là je l'avais, bon je l'ai pas exploité, l'archipel européen collusif, j'appelle, 4 réseaux qui travaillent ensemble, le PFSF, le Kangaroo Group, groupe Kangourou, vous allez sur leur site, vous verrez qu'il en a dans la poche, et les amis de l'Europe, Friends of Europe. Bon, le président c'est Étienne Davignon, donc qui était l'ancien président du groupe de Bilderberg, etc. Vous remarquerez que là-dedans, il n'y en a qu'un qui n'appartient à rien, c'est un vert qui s'appelle Sven Giegold. Bon. Alors, je me suis dit, mais qui c'est ce vert? Alors, regardons sa déclaration individuelle. C'est lui. Et c'est quelqu'un, alors vous allez rien voir, je vais vous lire, c'est plutôt bien. Curriculum vitae, création du centre écologique de Verden, Allemagne, avec la création de 40 emplois dans des entreprises écologiques et des initiatives sociales. Cofondateur d'Attaque Allemagne, représentant de l'association fédérale Bund au sein du comité de coordination et du conseil d'administration d'Attaque. Cofondateur de l'International Tax Justice Network pour une taxation financière, etc. Donc quelqu'un, je dirais, et j'ai envoyé un courrier à Attaque Nationale en ce sens, pour l'instant j'ai pas eu de réponse, mais il y avait l'Assemblée Générale le week-end dernier,
pour dire, voilà, faut contacter ce type-là, et retenez que lui, il est rapporteur pour l'autorité banque, et lui dire expliquer comment ça se passe. Est-ce qu'il est au courant? Vous voyez. Bon. La semaine dernière, j'ai rencontré Françoise Castex, députée européenne, socialiste, à Toulouse, au cours d'une soirée. Bon, d'ailleurs, à un moment donné, ça a chauffé, mais elle ouvrait des yeux comme ça, à un moment donné, elle a lâché, il y avait un mec de l'IEP, l'Institut d'études politiques, à côté, bon, qui expliquait des trucs, c'était sur l'Union européenne et les secteurs publics. Bon, je savais qu'elle y était, c'est quelqu'un, justement, qui a écrit un texte remarquable quand ils ont voté contre le marché transatlantique, donc voilà. Mais elle, je veux dire, ces trucs-là, elle m'a dit, mais c'est pas possible, etc. Au moment donné, elle a lâché, mais c'est dingue, il en sait plus que moi sur le lobbying. Bon, oui, mais bon, moi j'aurais bien aimé bien savoir ce qu'elle savait, elle, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que là-dessus, enfin, je peux dire qu'avec elle, elle est démunie. Lui, ça m'étonnerait. D'autre part, il y a un autre élément à exploiter, qui est celui-ci. Alors attendez, je l'ai mis là. Oui, Luang Wang Ngoc. J'ai pas sorti. Vous connaissez ce type-là? Il est au Parti socialiste. C'est un économiste bien. Il était un des membres. Il fait partie du collège fondateur d'Attac. Bon. Il est député maintenant européen, socialiste. Bon. Le contacter également et essayer un petit peu de démêler les chevaux avec des gens comme ça. On a des gens, faut faire comme eux. On est dans une géopolitique qui marche par réseau, asymétrique. Il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur qui démontent le truc. Faut arrêter de prendre des coups. Hein. À partir de là, ça donnera des sens aux manifestations, etc. Je dis pas qu'il faut pas en faire, etc. Donc, vous voyez que là-dessus, alors, également, oui, un autre truc. Quand j'ai dit que Sharon Bowles avait été rapportrice de la commission, donc le rapport qui a nommé Mario Draghi, où il y a eu obstruction d'information. Ça, c'est grave. Là aussi, il y a quelque chose à faire là-dessus. Très clairement, juridiquement, ils sont en défaut et on peut le prouver avec des éléments objectifs. Eh bien, comment il arrive ce rapport que je vous ai montré sur la table? On a une présidente de commission, elle monte une commission, dite commission rapportrice. Là, il y avait une trentaine de membres. Et il y avait Liam Wang Ngoc dedans, plus Sven Giegold, qui était aussi. Eh bien, dans cette commission, 30% des membres étaient membres du EPFSF encore. Non seulement la présidente était membre de l'EPFSF, mais 30% des membres. Là, liste pièce à l'appui. Hein. Bon. Donc là, il faut attaquer là-dessus maintenant. Ils font comme ça. Donc, et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'on change de philosophie. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'est fini des partis, des syndicats et tout, mais il faut leur donner à la fois une nouvelle consistance, mais également, il faut avoir d'autres stratégies. Je ne dis pas que les manifs, les mouvements dans la rue, etc., c'est dépassé. Mais regardez Seattle, j'évoquais tout à l'heure. Voilà une date historique qui montre que la géopolitique fonctionne en réseau. D'un côté, vous aviez des accords qui ont été complètement façonnés par des réseaux d'influence et des lobbies. Le RT, la TABD, la Commission for Service Industries aux États-Unis, etc., pour faire passer les services dans ce qui était anciennement le GATT. Et de l'autre côté, donc ces réseaux-là, et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est monté en face? Ben, des réseaux, dits altermondialistes, d'ailleurs même, on parlait d'anti-mondialistes, il y en a qui veulent y revenir. Et donc, ce qui se passe, ben, c'est que c'est ça, c'est des réseaux contre des réseaux. Simplement, aujourd'hui, ça tourne un peu en rond.
Et je crois qu'il faut reprendre l'effet Dracula. Il faut faire des manifestations. Quand il y a des sommets de Bilderberg, de la trilatérale, y aller. Regardez le forum de Davos. Pourquoi les journalistes en parlent? Ben parce qu'il y a des gens qui sont allés taper du pied de la neige en hiver, en 2000 et 2001, pour dire, voilà, là, il y a des gens qui se réunissent dans la plus grande discrétion, et vous devriez, vous journalistes, venir. Et depuis, maintenant, tous les ans, ils vous parlent de Davos, c'est même dans le calendrier, ils doivent le mettre tous les ans. Ben, il faut leur charger le calendrier un peu. Voilà. Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un point de notre histoire qui est quand même assez particulier. Bon, d'abord, par rapport à l'histoire de la planète. Depuis que la planète existe, il y a 4,5 milliards d'années. Et depuis que les espèces vivantes existent, il y a 3,5 milliards d'années. Il y a eu toute une évolution des espèces vivantes. Mais c'est la première fois dans l'histoire des espèces vivantes que l'une d'entre elles modifie les capacités biochimiques et même géophysiques de sa planète. Sur le plan environnemental, sur le plan des sols, de l'air, du climat même, de l'équilibre général, etc. Bon. Ensuite, on arrive aujourd'hui aux limites d'un système technoscientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire, comme les philosophes des Lumières, que le progrès des sciences et des techniques amenait fatalement le progrès. Fukushima et d'autres choses, des OGM qu'on ne devait pas trouver à certains endroits et qu'on trouve, etc., etc., montrent qu'il nous faut aujourd'hui, pour résoudre toutes ces questions-là, un mouvement de ce que j'appellerais les nouvelles lumières. C'est-à-dire qui va réunir un certain nombre d'intellectuels pour... un certain nombre, non, justement que ça soit ou quelque chose d'ouvert, mais il faut donner un petit peu de l'énergie dans le moteur, ce que je vais essayer de faire. Bon, là, je vais écrire un bouquin d'abord sur ça, l'aspect politique, hein, qui est important dans les Lumières. Montesquieu, Rousseau, Voltaire, c'est des gens qui sont allés voir comment fonctionnait la politique aux quatre coins de l'Europe, mais également sur le plan historique. Regardez l'Esprit des lois de Montesquieu, ça commence comme ça. Les premiers livrets, c'est toute l'histoire de l'évolution des régimes politiques, voilà. Et il en arrive au principe de séparation des pouvoirs. On oublie le premier principe, on parle toujours du second. Séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir économique, donc séparer, le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, pour que nul ne puisse avoir entre ses mains ces trois pouvoirs. Parce que les humanistes, c'était pas, des types qui pensaient que l'homme est bon naturellement. Ils savaient très bien que, la démocratie était fragile et qu'il fallait que les institutions contiennent la captation du pouvoir par une organisation. Et le premier principe, ça, on l'oublie, c'est la séparation du pouvoir économique et du pouvoir politique. Et donc, il faut avoir cette réflexion politique, ça je vais le faire dans un premier livre, et le second, d'ailleurs l'ensemble va s'appeler Nouvelles Lumières, et le second va s'appeler L'humanité face à son destin, où je vais traiter toutes ces questions-là et que je vais aborder à l'Université populaire de philosophie. Pour la seconde fois, j'ai fait la première partie l'an dernier, 2 heures le matin, 2h30 le matin, 2 heures l'après-midi. Ils m'ont demandé, je fais la suite, et il y en a qui sont masos. Je vous dis pas de venir parce que je trouve que c'est cher. C'est une association, c'est 20 € pour les adhérents, 30 € pour les non-adhérents. Moi, si vous voulez, vous m'ouvrez le micro, les portes, je vous parle pendant 8 heures. C'est pas gratuit. Non, mais voilà quoi. Donc, si vous voulez, ces questions-là, je crois qu'aujourd'hui, il faut être à la fois réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, la question que vous posez, sur le plan pratique, parce qu'il faut agir. C'est l'idée de la philosophie de contrebande, si vous voulez. Le rapport entre la théorie et puis également la pratique. Mais c'est vrai qu'il va falloir avoir cette réflexion-là. Parce que le problème... Alors,
quel régime politique on a en face de nous? Ça, voilà une question importante. À l'époque des Lumières, évidemment, le système totalitaire, le régime totalitaire, on ne savait pas ce que c'était. C'est quelque chose qui est apparu dans les années 1920, avec toute une période de maturation avant, avec Benito Mussolini, Hitler, et puis après le stalinisme, etc. Bon, on parlait de despotisme, etc. Pourquoi l'histoire de l'homme s'arrêterait-elle à produire de nouveaux régimes politiques? Et est-ce que nous ne sommes pas là face à un nouveau genre de régime politique? Observons une discussion entre quelqu'un de l'UMP et puis quelqu'un de la gauche radicale, etc. Il y en a un qui dit on est en démocratie, on peut voter, on a le choix. D'ailleurs, vous, par exemple, s'il est du NPA, vous vous présentez, vous pouvez être élu, etc. et tout. L'autre, il dit mais avec quels moyens au niveau des moyens donc pour financer nos campagnes, c'est absolument pas comparable. En plus, le choix est restreint, etc., etc. J'étais entendre un binoclard là le 8 décembre à la fac d'Albi, vous l'auriez entendu. On n'a pas l'impression que l'on soit dans une démocratie. Et d'ailleurs, vous me dites qu'on peut voter, mais le traité constitutionnel européen, on a voté contre et il est passé quand même. Comme dans des régimes totalitaires, et on a un régime de surveillance policière aujourd'hui qui est de ce côté-là, etc. Résultat, il y en a un qui défend la démocratie et l'autre le totalitarisme. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme, j'ai amené une boîte chou de Bruxelles, si vous avez deux populations et qui pensent qu'ils ont une vision en 2 dimensions. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce qu'ils voient, c'est plan. Et alors, vous en avez une qui est en haut, donc vous lui dites, voilà, qu'est-ce que vous voyez? Alors, eux, ils voient ça. Et ils disent, moi, je vois un disque de fer blanc avec des circonvallations dessus et tout. Et vous, là, qui êtes de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez? Ah, moi, je vois un rectangle. Et donc, il y a marqué chou de Bruxelles, de notre jardin. Bon, j'ai essayé de trouver le petit lapin casse-grain avec les lunettes. Je me disais, ça serait marrant, j'ai pas trouvé. Je vois un petit lapin, là. Je vois un rectangle, etc. Ils ont une vision en 2 dimensions. Mais en fait, ils voient 2 aspects différents de la même chose. Et c'est ce que j'appelle un régime globalitaire. C'est-à-dire qui, sous certains aspects, se présente comme une démocratie. On peut voter, on peut s'exprimer, etc. Mais sous certains autres, se présente comme un régime totalitaire. Mais le tout étant 2 aspects de la même chose. Du coup, on va avoir des pays qui vont être centrés sur la démocratie, où la partie démocratique va dominer, comme nos pays occidentaux, et puis on va en avoir d'autres où ça va être l'aspect totalitaire. Je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense à tout un tas de pays, l'Iran, tout ce que vous voulez, il y en a quand même un paquet, mais qui tous sont intégrés à l'économie mondiale et à un ordre globalitaire et à une organisation politique. D'accord? Donc, si vous voulez, l'idée, elle est là, quoi, un petit peu. Et dans ce premier bouquin, ce que je vais étudier, c'est ça, c'est l'organisation du régime globalitaire. Et là, il faut faire appel à de la philosophie politique, à tout un tas, mais ça va être intéressant, quoi. Enfin, moi, ça m'intéresse, quoi. Moi, je trouve que je vous remercie de toutes vos explications. Ouais. Je me demande si vous n'avez pas un train de retard. Ah, ça m'intéresse. Oui. Moi aussi, je suis ça depuis très longtemps, je suis vieux. J'ai photographié les Trader Center quand on le fabriquait à New York. Je me doutais jamais qu'un jour on le foutrait par terre, malgré que j'ai dit à mes enfants, vu les différences de vie entre les différents gens, un jour il y en a qui en auront marre, ils prendront un avion, ils descendront les tours. Je le disais, mais je ne pensais pas que je le verrais. Bon, ceci c'est un détail. Moi je pense qu'à l'heure actuelle, on est à une charnière, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est à l'échelle mondiale. Ce n'est pas simplement l'échelle européenne.
Ah ben c'est bien ce que je suis d'accord avec vous. C'est Ouais. bien ce que- Et Peter Sutherland. et la charnière en question concerne les rapports qu'il y a eu entre des peuples riches, c'est-à-dire nous, et des peuples pauvres de la terre. Karl Marx a dit, je ne sais plus dans quelle occasion, que la révolution réussirait le jour où il y aurait plus de la moitié des peuples de la terre, des peuples qui sont derrière les révolutionnaires. À l'heure actuelle, on atteint ce seuil. Vous avez les BRIC qui représentent plus de la moitié de la population mondiale. Les BRIC, c'est l'association du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud et peut-être de l'Arabie Saoudite. Et ces gens-là ont décidé d'arrêter, enfin décidé, je ne sais pas s'ils ont décidé, mais enfin, ils ont décidé de se passer du dollar et de créer une monnaie à eux. Ce que vous savez. C'est pas la peine que je vous le raconte, vous devez être dedans quand même. Oui, les sels. Bon, et je pense que tout d'un coup, il y a une porte qui s'est ouverte, mondialement j'entends, parce que quand on regarde la Chine, qui était un peuple quand même qui avait une histoire, qui avait un passé, qui était un truc énorme, qu'on a nivelé de la façon dont on l'a nivelé, il fallait s'attendre qu'un tôt ou tard, il se réveille, quoi. Il n'y a plus que du reste. Moi, je suis un pro-africain, je travaille sur l'Afrique, et pour moi, c'est très important que tous ces gens-là aient leur vie à eux. Et c'est en train de se passer. Et seulement, c'est énorme, parce qu'on n'imagine pas ça. Il faut y aller, il faut aller voir, il faut discuter avec les gens. Bon, il y a un tas de choses qui se passent. Et quand vous dites, vous prenez tout ça, c'est des histoires qui, à mon avis, sont déjà obsolètes. Seulement, on est encore obligé de les vivre et de les faire sauter, quoi. Mais ça, je ne sais pas comment elles vont sauter. Mais elles vont sauter. À un moment donné, tout ça, ça va sauter. Ça va exploser. Oui. C'est pas possible que ça continue. Et là, vous me direz comment, je ne sais pas. Alors, écoutez, depuis que je suis au lycée, je me rappelle bien, c'était le premier choc pétrolier. J'entends, c'était vos derniers mots, que ça va sauter, ça va péter. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Premier choc pétrolier. Oh là là, dès qu'on va arriver à, je sais pas combien, 2 millions, hein? De quoi? De faire sauter? Ah oui. Oui, mais bon. Quel est le... Ah oui, mais ça, attendez. Je vous laisse les grands soirs, je m'occupe des petits matins. Et parce que sans les petits matins, il n'y a pas de grands soirs. Ça demande une préparation derrière. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Regardez par exemple ce qui se passe dans les pays du Maghreb, en Tunisie, etc. Et tout. Bon, c'est intéressant comme un truc. Mais toute la question est de savoir, bon, d'abord, ils avaient des totalitarismes en face. Nous, c'est pas tout à fait la même chose. Ou des régimes autocratiques, etc. Enfin bon. On était dans ce goût-là. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être des régimes globalitaires, comme nous, ou est-ce que ça va être véritablement des démocraties? Ça a pété, oui, ça a pété. Mais est-ce que, d'ailleurs, les frères musulmans et compagnie, et alors là, attendez, je suis pas en train de dire que ça servait à rien qu'il y ait une révolution, si ça pour eux, l'histoire, on ne revient pas en arrière. Hein. Donc, attendons tout ça de voir. Bon. Et puis, ça va péter. Si vous regardez ce qui se passe en Syrie, quand même, vous voyez que, attendez, c'est ahurissant ce qui se passe là-bas. Pour abonder dans votre sens, attendez, les sbires de Bachar el-Assad, on rend les enfants aux familles, des enfants, des gamins qui étaient dans les manifs de 13-14 ans avec les ongles arrachés, éviscérés, etc. Les types qui se font torturer, j'entendais là sur France Inter, une nana là qui a été emprisonnée là-bas et tout, elle disait il se passe un truc de fou maintenant. Parce que vous savez qu'ils ne veulent pas en plus que les Occidentaux interviennent. Ils refusent de prendre les armes. Les types, ils se font torturer pendant 15 jours, et puis attendez, là-bas, c'est pas des claques sur les joues. Ils se refont une cerise pendant 15 jours, 3 semaines, ils retournent dans les manifs. Et là, les mecs de chez Bachar, au pouvoir, ils comprennent plus, quoi. Ils n'ont plus peur.
Alors, parce que dans le mouvement des indignés, il y a deux choses. Il y a Stéphane Hessel, mais il y a un autre film dont on parle peu, qui s'appelle V pour Vendetta. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Vous avez vu dans ces manifs, là-bas, ces masques-là. Un petit peu. On trouve ça sur Internet. Bon, mais c'est ça. Le héros, il joue un peu sur le super-héros. C'est un type, il veut dézinguer le pouvoir en place pour rendre au peuple son libre arbitre. Et ça, c'est important. Après, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, le peuple n'a plus son libre arbitre. Et donc, ce qu'il va faire, il va leur apprendre à ne plus être contrôlé par la peur. Et c'est pour ça que ce film, qui est un film américain en plus, a été toute une symbolique de ces mouvements-là. Et d'ailleurs, comme j'y pensais l'autre jour, je me dis que ces mouvements-là dans les pays arabes sont la démonstration in situ que la théorie du choc des civilisations est complètement erronée. C'est l'intégration de toute une pensée démocratique qui arrive de l'Occident, mais qui a été intégrée par des intellectuels depuis des décennies, même si on ne les entendait pas, de choses qui partent aussi de la culture américaine, etc. Donc, vous voyez, moi je crois que il faut faire attention à cette idée, ça va péter, ça va, etc. Parce que ça peut péter, et puis, vous savez, les pétards, ça pète, mais après, les grands soirs, c'est important, mais il n'y a pas que les petits matins, il y a les petits matins du lendemain, quoi. Donc ça, il faut le penser. Et ça demande un travail en amont. Il faut les deux pieds. Dans un militantisme, Tabérard des frères Jacques, bon exemple. Vous n'avez pas besoin de lui dire, frère Jacques, dormez-vous. Lui, il dort pas. Il est à la fois sur un terrain militant, comité palestinien, etc., enfin, sur le terrain, quand il faut y être, et puis en même temps dans la réflexion, en organisant des soirées, comme ça, etc. Il faut avoir ces deux pieds. Avec, évidemment, on peut toujours dire que il y a de la masturbation intellectuelle ou je sais pas quoi, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on découvre la sexualité aussi. Hein. Bon. Bon. Dernière question, et après on arrêtera là-dessus. Voilà. Alors pour faire court, je trouve que les solutions proposées sont sans doute intéressantes, mais très très éloignées de nous. Je me vois pas contacter Luang Ngok. Je me vois pas le faire. Par contre, ce que je me verrais bien faire pour obtenir de la transparence à proximité, c'est de travailler sur le terrain ici. Alors, est-ce qu'il y aurait des possibilités de mettre en route quelque chose qui nous permette de faire nos griffes sur ceux qu'on a ici, proches de nous. C'est-à-dire C'est-à-dire tous les pouvoirs qui sont en place et au niveau des élus, en commençant par les mairies, en continuant par le conseil général, conseils régionaux, sans aller même jusque-là, mais proches de nous, les communautés d'agglomération, les communautés Communes, oui. De communes, oui. Voilà, oui. Moi, ce que je pense, c'est que c'est très difficile d'agir à des distances pareilles, parce que j'ai l'impression que c'est de la Terre à la Lune, et encore, je suis gentille quand je dis de la Terre à la Lune, en parlant de nous ici, et puis de ce qui se passe à l'Europe, dans la trilatérale. Évidemment. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire ici ? C'est organisé pour que l'on ait ici cette impression. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Oui, ça, non, ma mais question. attends. Deux choses. D'abord, la réaction que tu as, c'est très loin. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la trilatérale Europe ? Le pouvoir politique est organisé comme ça. Le nombre de gens qui disent « mais on peut rien faire, c'est etc. » Si, j'ai dit concrètement, en plus concrètement, là je l'ai juste survolé, mais c'était quand même un courrier assez important pour expliquer comment il fallait faire. Alors, il y a deux choses. Il y a le pouvoir tel qu'il fonctionne à ce niveau-là, au niveau global, institutions multinationales, transnationales, pardon,
également des institutions régionales, l'Union européenne, etc. Effectivement, c'est une organisation du pouvoir. C'est une macro-organisation. Après, dès qu'on est au niveau local, c'est autre chose. C'est une autre organisation qui est en liaison un petit peu avec ça. Mais c'est un peu entre la macroéconomie et la microéconomie. Les théories pour apprécier la macroéconomie, d'ailleurs, quelque chose qui peut être bien au niveau global peut amener à des catastrophes locales, et quelque chose qui peut être efficace au plan local peut amener à des dysfonctionnements, voire des catastrophes au plan local. Donc là, moi je dis pas que c'est pas à faire, mais quel est le gain là aussi? Est-ce qu'il y a véritablement une difficulté? Il y avait Roland Foissac là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, du Conseil général. Pour contacter des gens, est-ce qu'il y a véritablement des dysfonctionnements avérés tels que ceux dont j'ai parlé? Alors on sait que la franc-maçonnerie, par exemple, au niveau local, est une certaine importance. Bon, voilà. Est-ce que ça crée des dysfonctionnements majeurs, etc. Est-ce que le poids des lobbies... Alors moi, je veux bien. Par contre, là-dessus, il n'y a pas grand monde qui travaille. Et là, il y a un gros manque. Parce que c'est là qu'ils imposent des choses. Beaucoup de choses que l'on va retrouver appliquées au niveau local se sont décidées dans les couloirs de Bruxelles, de Strasbourg, de Genève, de l'OMC, de Washington, du Fonds monétaire international. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, et là, eh bien, il y a toute une réflexion à développer. C'est vrai que je suis prof de littérature aussi. Lire les directives de l'Union européenne ou de l'OMC, c'est de la littérature. Bon, mais là, il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement. Il y a eu ça à une époque, à partir de Seattle, là, les 4-5 ans qu'on suivi, jusqu'au traité constitutionnel européen, où on a fait un boulot remarquable là-dessus. Et puis après, maintenant, on a l'impression qu'on est dans le ventre mou de la bête, quoi. Comment? Absolument. C'est très important. Il y a un problème de culture. Et même des journalistes. Demandez-leur qui est commissaire au marché, marché intérieur, c'est Barnier, ils connaissent peut-être, mais d'autres fonctions, aux affaires juridiques, etc. Bon, alors que le ministre de la Justice, on le connaît, etc. Et ça, c'est organisé. Me dites pas que tu as une revendication simple. Le Parlement européen se réunit, il y a 2 sessions parlementaires par mois. Bon. Me dites pas que 2 fois par mois, dans les journaux télévisés, on ne pourrait pas réserver 5 ou 10 minutes. Là aussi c'est organisé, on ne nous parle de culture européenne qu'au moment de voter. Quand c'est un référendum, c'est pour dire oui, et quand c'est pour les députés, c'est parce qu'il en faut. Bon, alors on nous tient un peu au courant là-dessus. Après, on élit des gens, et puis terminé. Faut attendre 6 ans. Du coup, on a un problème de culture politique. Vous avez raison, c'est majeur de le souligner là-dessus. Alors, attaque essaie de combler ça, etc. Mais là aussi, c'est un peu, on s'attaque à la partie, visible. Les sommets, je dis pas qu'il faut pas y être, au sommet G20, etc., réunion du Conseil, etc. Mais ce qu'il faut voir maintenant, c'est toute la mayonnaise du truc, et ça, il faut s'y coller, quoi. Oui. Voilà. C'est-à-dire, chez nous? Ah ben oui. Absolument. Bon, déjà, oui. Là, il faut arrêter parce qu'on a un problème de salle. Effectivement. Il faut rendre la salle. Donc on arrête. Je vous rappelle Allez, bonne fin de soirée à tous.
Je vous rappelle, il faut remercier Attac, là, qui est